Je me regarde dans le miroir et ne reconnais pas cette femme aux cheveux gris clairs, modestement coiffée, avec des rides au coin des yeux et des plis profonds autour de la bouche. 68 ans. Chaque année laisse sa marque, efface quelque chose de l'ancienne Solange Dubois et ajoute une nouvelle touche. Une autre ride, un autre cheveu gris, une autre raison de soupirer le matin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Antoine. 44 ans pour mon fils unique. Ces dernières années, chaque fête de famille est devenue une épreuve. Je redresse les épaules et sors de ma penderie une robe grise à boutons de nacre. Ni trop habillée, ni trop décontractée, juste ce qu'il faut pour la mère du héros du jour, qui doit se tenir quelque part en marge des festivités. Pendant que je me prépare, mes pensées dérivent vers le passé. Benoît, mon mari, est décédé il y a 23 ans, d'une crise cardiaque soudaine à l'âge de 49 ans. À l'époque, je me suis retrouvée seule avec un fils de 20 ans et une montagne de factures impayées. Je travaillais comme comptable pour une petite entreprise de BTP, bâtiment Beaulieu, depuis qu'Antoine avait 5 ans. 38 ans dans le même bureau, au même pupitre, avec les mêmes chiffres, documents, rapports. Après la mort de Benoît, j'ai commencé à faire des heures supplémentaires, à prendre des projets en plus pour payer l'université d'Antoine et nos factures. Les problèmes financiers m'ont appris à économiser. Je plaçais chaque euro que je pouvais sur un compte d'épargne. Chaque fois que j'avais une augmentation, j'augmentais le montant que j'épargnais. J'ai appris à vivre modestement. J'achetais rarement de nouveaux vêtements, n'allais jamais dans des restaurants chers, ne contractais jamais de prêts. Et ces années d'austérité ont porté leurs fruits. Je regarde ma montre. Il reste 2 heures avant le début de la fête. Assez de temps pour finir le cadeau. La boîte cadeau attend déjà sur la table de la cuisine. Les nouveaux boutons de manchette coûteux qu'Antoine avait repérés en magasin il y a un mois. Il n'a pas demandé à les acheter directement. Il a simplement laissé la page de la boutique en ligne ouverte sur son ordinateur portable quand je suis venue lui rendre visite. Mon fils a toujours été doué pour les sous-entendus. À côté de la boîte se trouve une enveloppe avec un chèque de 10 000 € pour les dépenses imprévues. Comme je l'écrirai dans la carte de vœux. Ces « dépenses imprévues » sont devenues une tradition. Chaque année, Antoine m'appelle avec un problème. Ils ont une fuite de toit. Ils ont besoin d'une nouvelle voiture ou ne peuvent pas payer leur mensualité de prêt immobilier. J'ai toujours été là pour lui. Notre relation a changé lorsqu'il a épousé Céline il y a 12 ans. Une femme belle, soignée, au regard froid et au sourire parfait. Elle travaille comme esthéticienne dans un salon de beauté de luxe du centre-ville de Beaulieu. Travail est un bien grand mot. Elle s'y présente 2 ou 3 fois par semaine pour s'occuper de quelques-unes de ses clientes régulières de la haute société de la ville. Le reste du temps, elle le passe à la salle de sport, à des rendez-vous avec des amis dans des spas. Leur maison dans le quartier chic de Beaulieu est une insulte à mon modeste appartement. C'est moi qui ai versé la compte. 50 000 € que j'avais économisés pendant 5 ans. Antoine avait alors dit que c'était temporaire, qu'il me rembourserait dès que ses affaires reprendraient. Il est agent d'assurance et ses affaires sont toujours sur le point de décoller, mais pour une raison ou une autre, elles ne le font jamais. Je soupire et glisse le chèque dans l'enveloppe. 10 000 €. Une somme que je n'aurais jamais imaginée autrefois. Aujourd'hui, ce n'est qu'un cadeau de plus pour mon fils, qu'il dépensera sans même penser au temps qu'il m'a fallu pour le gagner. Il y a 3 semaines, alors que je passais chez eux pour déposer un cadeau pour Sibylle, ma petite fille de 15 ans, j'ai surpris une conversation de Céline au téléphone. Oui, j'ai essayé de connaître le solde de son compte, mais la banque a dit qu'il leur fallait une procuration ou sa présence en personne. Tu te rends compte ? Tout ce que je voulais, c'était vérifier à quel point elle était riche. Une femme de son âge devrait avoir un plan en cas de, tu sais. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma belle-fille essayait d'accéder à mes comptes bancaires. L'idée qu'il planifiait de gérer mon argent dans mon dos m'a frappé plus durement que je ne l'aurais imaginé. Le jour même, j'ai transféré toutes mes économies, 3 millions d'euros, sur un nouveau compte dans une autre banque. Oui, 3 millions. Ce chiffre me semble encore irréel. 38 ans de travail, des investissements prudents, les intérêts des dépôts, aucune dépense importante pour moi-même. Tout cela s'était transformé en une somme dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. De l'argent qui devait m'assurer une vieillesse paisible et aider ma famille après ma mort. Sauf que maintenant, je commence à me demander si ma famille mérite cette aide. Mon téléphone sonne et je vois le nom de Sibylle sur l'écran. La seule lueur d'espoir dans cette sombre relation. Mamie, tu te prépares. Sa voix semble excitée. Oui, ma chérie. Je serai chez vous dans 1 heure, je réponds,
sentant mon cœur se réchauffer à son appel. C'est super. J'ai quelque chose pour toi. C'est une surprise, alors ne demande pas. Elle glousse au téléphone. J'attendrai avec impatience. Je souris. Après une courte conversation, je me replonge dans mes pensées. Sibylle est la seule qui soit sincèrement heureuse de m'avoir chez eux. Elle ressemble tellement à Benoît. Les mêmes yeux sombres, la même habitude de froncer le nez quand elle rit. Parfois, je pense qu'elle est mon expiation pour toutes les erreurs que j'ai commises en élevant Antoine. Et il y a eu beaucoup d'erreurs. Après la mort de Benoît, j'avais tellement peur de perdre aussi mon fils que je lui ai tout permis. Je ne pouvais pas dire non quand il demandait de l'argent pour un nouvel ordinateur, pour un voyage avec des amis, pour des vêtements chers. Je cumulais 2 emplois pour qu'il ne se refuse rien. Et au lieu de gratitude, j'ai eu un enfant qui prenait tout pour acquis. Il a été renvoyé de l'université après sa 2e année pour mauvais résultats. Il est rentré à la maison, s'est allongé sur le canapé et a regardé la télévision pendant que je travaillais. Quand j'essayais de lui parler de l'avenir, il levait les yeux au ciel et disait que je ne le comprenais pas. Je lui ai trouvé un emploi dans la compagnie d'assurance d'un ami. Il a commencé en bas de l'échelle, mais a rapidement gravi les échelons grâce à son charme et à sa capacité à parler aux gens. C'est là qu'il a rencontré Céline, qui était venue assurer sa nouvelle voiture. 3 mois plus tard, il annonçait leur fiançailles. 2 mois de plus, et ils se mariaient lors d'une cérémonie pour laquelle j'ai dépensé presque toutes mes économies. À l'époque, je pensais que chaque centime en valait la peine pour voir mon fils heureux. Mais le bonheur n'a pas duré. 1 an plus tard, les problèmes d'argent ont commencé. Céline voulait vivre dans une grande maison, conduire une voiture de luxe, porter des vêtements de marque. Antoine ne pouvait pas lui offrir un tel style de vie et ils ont commencé à contracter des prêts. Et quand les prêts se sont taris, ils sont venus me voir. Je me souviens de la nuit où Antoine m'a demandé pour la première fois une grosse somme d'argent. Il était assis dans ma cuisine, une tasse de café à la main, me racontant comment la banque menaçait de saisir leur voiture pour non-paiement. 5 000 €. Je lui ai donné l'argent sans poser de questions. Puis il y a eu 5 000 autres pour des réparations de toiture. 10 000 pour les frais médicaux à la naissance de Sibylle, 20 000 quand Antoine a décidé de lancer sa propre entreprise, qui a fait faillite en 6 mois. Je réalise maintenant que je n'aidais pas. J'empirais les choses. Chaque fois que je payais leurs factures, je ne faisais que renforcer la conviction d'Antoine qu'il était possible de vivre au-dessus de ses moyens. Qu'il y aurait toujours quelqu'un, moi, pour résoudre leurs problèmes. Il y a 1 an, j'ai essayé de lui en parler. Nous étions assis dans un café, loin de Céline et de Sibylle. Je lui ai dit que je ne pouvais plus être leur airbag financier, qu'ils devaient apprendre à vivre selon leurs moyens. Il m'a regardé comme si je l'avais trahi. « Tu plains ton propre fils ?» m'a-t-il demandé alors. « Pourquoi tu économises tout ça? Tu vas l'emporter dans ta tombe ?» Alors, j'ai reculé. J'ai accepté d'aider une fois de plus. Une dernière fois. Mais cette dernière fois s'est répétée encore et encore. Il y a 3 mois, quand j'ai refusé de payer leurs vacances aux Bahamas, Antoine ne m'a pas parlé pendant 2 semaines. Puis il a appelé en disant que je manquais à Sibylle. C'était sa façon de me ramener dans leur vie sans s'excuser. Je soupire et regarde ma montre. Il est temps de partir. Je prends la boîte cadeau et l'enveloppe avec le chèque et sors de l'appartement. Ma vieille Renault attend sur le parking. Céline fronce toujours le nez quand elle voit cette voiture devant leur maison. « Pourquoi tu ne prends pas quelque chose de plus récent, Solange ? Cette épave gâche l'aspect de notre rue. » Sur le chemin de la maison de mon fils, je pense à ce que j'attends de cette soirée. Rien de bon, pour être honnête avec moi-même. Il y aura le sourire étrange de Céline, le ton condescendant d'Antoine, les regards curieux de leurs amis qui ne savent probablement de moi que je suis la riche maman d'Antoine. Je me gare à 2 rues de leur maison. Il n'y a plus de place dans leur rue. Je marche lentement, profitant de la douce soirée de printemps. C'est peut-être ma façon de retarder l'inévitable. En approchant de la maison, je vois Sibylle qui m'attend sur le porche. Elle court vers moi, ses longs cheveux bruns flottant au vent. « Grand-mère !» Elle me serre si fort dans ses bras que je manque de faire tomber le cadeau. « Je suis si contente que tu sois venue. »« Je n'aurais jamais manqué l'anniversaire de ton père », je réponds en l'embrassant sur le front. Elle me prend la main et me conduit dans la maison, parlant avec enthousiasme de l'école, de ses amis, du nouveau livre qu'elle lit. Je l'écoute et pense à la chance que j'ai d'avoir une petite fille. Le salon est déjà plein d'invités, les amis d'Antoine et de Céline, pour la plupart des couples de la quarantaine, aisés et semblables.
Antoine se tient au centre de la pièce, un verre de whisky à la main, racontant une histoire. Céline est assise sur le canapé, les jambes croisées, un sourire parfait aux lèvres. Quand elle me remarque, son sourire se crispe. Solange, enfin, elle se lève et s'approche de moi, m'enlaçant de manière à ne pas décoiffer sa coiffure. On commençait à s'inquiéter. C'est un mensonge. Ils ne s'inquiétaient pas. Ils espéraient probablement que je ne viendrais pas. Désolée d'être en retard, je réponds, même si je sais que j'étais à l'heure. Joyeux anniversaire, Antoine. Mon fils se tourne vers moi, un sourire sur le visage qui n'atteint pas ses yeux. Maman. Il s'approche et me serre dans ses bras. Il sent le parfum cher et l'alcool. Je suis content que tu aies pu venir. Je lui tends le cadeau et il me remercie sans ouvrir la boîte. Il sait que c'est exactement ce qu'il voulait à l'intérieur. Il jette négligemment l'enveloppe sur la table avec les autres cadeaux. Pour lui, ce chèque n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan d'argent qu'il a l'habitude de recevoir de moi. La soirée se poursuit, et je me sens de plus en plus déplacée parmi ces gens. Je m'assois dans un coin du salon, observant Antoine et Céline jouer le rôle du couple parfait. Ils rient, s'enlacent, racontent des histoires sur leur vie merveilleuse. Aucun des invités ne sait qu'il y a 2 jours, Céline a crié sur Antoine à propos de factures impayées. Je ne le sais que parce que Sibylle me l'a dit au téléphone. Sibylle s'assoit à côté de moi et me tend une assiette de petits fours. Ils font encore semblant, murmure-t-elle avec une sagesse qui ne sied pas à son âge. Tout le monde fait semblant parfois, ma chérie. Je réponds en lui caressant le bras. Pas toi. Elle me regarde sérieusement. Tu es toujours authentique. Ces mots me touchent au plus profond de mon être. Peut-être suis-je vraiment la seule personne dans cette famille qui ne joue pas un rôle. Et c'est peut-être pour ça que je suis si mal à ma place dans leur vie. Quand Céline annonce qu'il est temps de couper le gâteau, je décide d'aller aux toilettes pour me rafraîchir. En chemin, je passe devant le bureau d'Antoine et j'entends des voix. La porte est entr'ouverte et je vois mon fils et Céline penchés sur l'ordinateur. Dès qu'elle prendra sa retraite, on pourra la convaincre de refaire son testament, dit Céline. Elle adore Sibylle. On dira que l'argent servira à l'éducation de la petite. Maman n'accepterait jamais de donner toutes ses économies, dit Antoine. Elle est trop prudente avec l'argent. Allons, rit Céline. Elle te donne toujours ce que tu demandes. Il suffit de trouver la bonne approche. Au fait, tu as eu son chèque? Ouais, 10 000, comme d'habitude, soupire-t-il. Ça suffit à peine à rembourser le prêt de ma voiture. 10 000, Céline secoue la tête. Elle pourrait donner plus. Elle doit avoir des millions sur son compte. Et elle nous donne des miettes comme si nous étions des mendiants. Je m'éloigne de la porte, le cœur glacé. Ils discutent de mon argent comme s'il leur appartenait déjà. Planifiant comment accéder à mes économies. Et Antoine? Antoine parle de mon cadeau avec une telle déception, comme si je ne lui avais pas donné une partie de mes économies, mais juste jeté quelques pièces. Je vais aux toilettes, je ferme la porte et je fixe mon reflet dans le miroir. Quand ma famille s'est-elle transformée en vautour attendant ma mort pour hériter? Quand mon fils a-t-il commencé à considérer mon aide comme un dû? Quand ai-je laissé cela se produire? Prenant une profonde inspiration, je me lave le visage à l'eau froide et retourne dans le salon juste au moment où Antoine, déjà visiblement ivre, lève son verre pour un toast. Je le regarde et je pense à la façon dont les choses sont sur le point de changer. Ils ne le savent pas encore, mais aujourd'hui sera un tournant dans nos vies, car je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Je ne peux plus prétendre que je ne vois pas leur véritable attitude envers moi. Je ne peux plus les laisser m'utiliser. Il est temps que ça change. Et je vais commencer par écouter très, très attentivement Antoine. Antoine lève son verre et tous les invités se taisent. Je vois qu'il vacille un peu. Il a bu au moins 5 verres de whisky ce soir. Ses yeux brillent d'un éclat fiévreux et son sourire semble un peu plus large que d'habitude. Des signes que j'ai appris à reconnaître quand il était adolescent. Mon fils est ivre et sur le point de dire quelque chose qu'il regrettera. Mes amis, sa voix est trop forte pour le salon cosy. Merci d'être venu célébrer mon 44e anniversaire. Sibylle s'approche de moi et me prend la main. Je sens une légère pression, un signe de soutien. Elle aussi voit l'état d'esprit de son père et sent que la soirée pourrait ne pas se dérouler comme prévu. 44 ans. Antoine fait une pause et boit une gorgée de son verre. L'âge où l'on commence à réfléchir à ce que l'on a accompli dans la vie et à ce que l'on veut accomplir. Céline se tient à ses côtés, sa main possessivement posée sur son épaule.
Elle sourit, mais ses yeux sont méfiants envers son mari. Même à travers le maquillage impeccable, on peut voir la tension sur son visage. J'ai tout ce dont un homme peut rêver, continue Antoine en faisant le tour du salon du regard. Une belle maison, une femme aimante, une fille merveilleuse, une carrière réussie. Cette dernière phrase me fait rire amèrement. Sa carrière réussie d'agent d'assurance rapporte à peine assez d'argent pour couvrir la moitié de leurs dépenses. Le reste est couvert soit par le salaire de Céline, soit par mes cadeaux. Mais vous savez ce qui me manque pour être heureux. Il fait une pause dramatique et je sens la main de Sibylle se crisper dans la mienne. La liberté. La liberté d'être moi-même sans tenir compte des attentes des autres. Son regard parcourt la pièce et s'arrête sur moi. À cet instant, mon cœur se serre. Je vois quelque chose de froid, presque hostile dans ses yeux. Ma mère a toujours voulu le meilleur pour moi. Son ton devient pleurnichard, faux. Elle a toujours été là pour moi quand j'avais besoin d'aide. Parfois même trop proche, si vous voyez ce que je veux dire. Quelques invités rient maladroitement. Les autres observent la situation se dérouler avec intérêt, comme un public au théâtre. Céline essaie de lui prendre discrètement son verre, mais Antoine se dégage. Vous savez de quoi je rêve pour mon anniversaire? Sa voix devient plus forte. Que les gens qui pensent savoir comment je devrais vivre ma vie me laissent enfin tranquille. J'aimerais ne pas avoir à rendre compte de chaque euro que je dépense. Il me regarde droit dans les yeux et je peux voir le mélange de ressentiment, de colère et d'imprudence alcoolique dans son regard. Que ma mère disparaisse enfin de ma vie et me laisse respirer librement. Ça, ce serait un vrai cadeau d'anniversaire. Un silence de mort s'installe dans la pièce. Les visages des invités sont figés dans des expressions de gêne et de choc. Sibylle me serre la main si fort que ça fait mal, mais je le sens à peine. Tout mon être est concentré sur les mots que mon fils vient de prononcer. Que ma mère disparaisse enfin de ma vie. Des années de soins, de nuits blanches, de travail acharné, d'économie sur moi-même, tout cela anéanti par une seule phrase lancée dans un état d'ivresse. Mais quelque chose me dit qu'il y a plus de vérité dans cette révélation alcoolisée que dans toutes ces assurances d'amour et de gratitude. Céline est la première à se ressaisir. Chérie, tu as trop bu. Elle rit d'un rire forcé en se tournant vers les invités. Désolé, il devient toujours un peu mélodramatique après le 3e verre. Je ne suis pas mélodramatique, je suis honnête, rétorque Antoine, mais il laisse sa femme lui prendre le verre. Est-ce que tous les parents ne deviennent pas un fardeau pour leurs enfants à un moment donné? La question reste en suspens dans l'air comme un gaz toxique se propageant lentement dans la pièce. Je vois certains des invités plus âgés échanger des regards. Peut-être sont-ils eux-mêmes parents d'enfants adultes et se posent-ils la même question. Je libère lentement ma main de celle de Sibylle. Mon visage est figé dans un masque de calme, bien qu'à l'intérieur, tout bouillonne de douleur et de colère. Des années de pratique m'ont appris à ne pas montrer mes vrais sentiments, surtout dans des situations comme celle-ci. Je pense que nous avons tous besoin d'un morceau de gâteau, dit Céline en essayant de détendre l'atmosphère. Solange, tu veux bien m'aider dans la cuisine? C'est sa façon de me faire sortir de la pièce, de m'épargner une humiliation supplémentaire. Peut-être le seul acte de gentillesse de sa part de toute la soirée. J'acquiesce et la suis, sentant les regards compatissants des invités. Dans la cuisine, Céline ferme la porte et se tourne vers moi. Son visage parfait est déformé par une grimace d'irritation. Je sais qu'Antoine a dépassé les bornes, mais tu pourrais au moins essayer de ne pas avoir l'air d'une martyre. Elle sort un gâteau du réfrigérateur. Il est juste ivre. Demain, il ne se souviendra même plus de ce qu'il a dit. Mais l'aurait-il dit s'il ne le pensait pas? Ma voix est calme mais ferme. Céline se fige, puis se tourne lentement vers moi. Dans ses yeux, je ne vois pas de remords, mais du calcul. Elle essaie de déterminer à quel point je prends au sérieux les paroles de mon fils. Ne sois pas dramatique, Solange. Elle lève les yeux au ciel. Antoine t'aime. Il est juste fatigué de ta présence constante. Tu dois comprendre qu'une jeune famille a besoin d'espace. Une jeune famille. Je ne peux m'empêcher de ricaner amèrement. Antoine a 44 ans. Céline, vous êtes mariés depuis 12 ans. Vous n'êtes pas vraiment ce qu'on appelle une jeune famille. Elle serre les dents et je peux voir le rictus jouer sur ses pommettes. Pour la première fois de la soirée, son masque d'hôtesse parfaite se fissure, révélant son vrai visage. Tu sais quoi? Peut-être qu'Antoine a raison. Sa voix devient dure. Peut-être que tu devrais vraiment prendre un peu de recul.
Laisse-nous vivre notre propre vie sans ta supervision constante et tes conditions. Des conditions. Je sens ma voix trembler d'indignation. Quand est-ce que je vous ai posé des conditions? Quand j'ai payé l'acompte de votre maison, ou quand j'ai payé les frais de scolarité de l'école privée de Sibylle, ou peut-être quand j'ai remboursé votre prêt auto l'année dernière. Tu vois? Céline siffle presque. Tu n'arrêtes pas de mentionner l'argent que tu nous as donné. Comme si nous étions éternellement endettés envers toi. Comme si tu avais acheté le droit de contrôler nos vies. Je n'ai jamais essayé de contrôler votre vie, je réponds, sentant chaque mot lutter pour sortir. Je voulais juste aider. Ton aide nous étouffe. Céline prend le couteau à gâteau et il y a une agression mal dissimulée dans ses mouvements. Sais-tu qu'Antoine se sent toujours comme un raté à cause de toi? Parce qu'il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille comme tu penses qu'il le devrait. Je reste silencieuse, choquée par ces paroles. Suis-je si aveugle que je n'ai pas vu comment mon aide est devenue un fardeau pour mon fils? Ou est-ce juste une autre des manipulations de Céline? Sibylle, je change de sujet. Comment prend-elle tout ça? Le visage de Céline change instantanément. Elle retrouve son masque habituel de mère attentionnée. Sibylle va bien. Elle comprend que les relations familiales peuvent être difficiles. Et puis, ce n'est plus une enfant. Elle n'a pas besoin que sa grand-mère la gâte et sape notre autorité parentale. C'est la goutte d'eau. L'idée qu'ils puissent utiliser Sibylle comme monnaie d'échange dans notre conflit me met dans une colère froide. Laisse Sibylle en dehors de ça, Céline. Ma voix est basse, mais il y a de l'acier dedans. Elle mérite mieux que d'être un pion dans vos jeux. Céline s'apprête à répliquer, mais la porte de la cuisine s'ouvre et une des invitées entre. Elisabeth, je crois, la femme d'un collègue d'Antoine. Je m'excuse, mesdames. Elle sourit maladroitement, sentant la tension entre nous. Je me demandais juste si je pouvais faire quelque chose pour aider avec le gâteau. C'est bon, Elisabeth. Céline passe instantanément en mode hôtesse parfaite. Solange et moi discutions juste du nombre de bougies à mettre sur le gâteau. Après tout, à notre âge, on ne veut pas toujours admettre le vrai nombre d'années, n'est-ce pas? Elle rit, et Elisabeth se joint à elle. Je regarde la scène en silence, étonnée de la facilité avec laquelle Céline change de masque. Je vais t'aider à sortir le gâteau, dis-je, décidant qu'il vaut mieux retourner auprès des invités que de continuer cette conversation stérile. Nous sortons dans le salon où l'atmosphère s'est déjà un peu détendue. Quelqu'un a mis de la musique, et les invités se sont dispersés en petits groupes et discutent. Antoine est assis dans un fauteuil, le regard vide et son verre de whisky de nouveau à la main. Sibylle n'est nulle part en vue. Céline pose le gâteau sur la table au centre du salon et tape dans ses mains, attirant l'attention. Et maintenant, le moment le plus important de la soirée, annonce-t-elle. Antoine, chéri, viens ici. Mon fils se lève avec difficulté et se dirige vers la table en titubant légèrement. Je remarque que certains invités échangent des regards. Ils sont clairement gênés par son état. Fais un vœu, mon amour. Céline allume les bougies. Antoine ferme les yeux une seconde, puis se penche et souffle toutes les bougies d'un seul coup. Les invités applaudissent et Céline commence à couper le gâteau. Je cherche Sibylle du regard, et ne la trouvant pas dans le salon, je décide d'aller voir dans sa chambre. Je monte les escaliers en essayant de ne pas attirer l'attention. Dans le couloir du premier étage, j'entends des sanglots étouffés provenant de la porte de la chambre de ma petite fille. Je frappe doucement et, sans attendre de réponse, j'entre. Sibylle est assise sur le lit, les bras enroulés autour de ses genoux. Ses yeux sont rouges de larmes. Grand-mère. Elle lève les yeux vers moi et son visage se contracte dans une nouvelle vague de larmes. Il n'aurait pas dû dire ça. Il n'en avait pas le droit. Je m'assois à côté d'elle et je passe mon bras autour de ses épaules. Son corps est secoué de sanglots réprimés. Chut, ma chérie. Je lui caresse les cheveux. Ton père a juste trop bu. Il ne le pensait pas. Si, il le pensait. Sibylle se recule et me regarde dans les yeux avec une dureté soudaine. Je les ai entendus, maman et lui, parler de toi hier. Ils pensent que tu devrais leur donner tout ton argent. Maman a dit, tu n'en as plus besoin, mais eux, ils en ont besoin pour bien vivre. Ces mots me frappent comme une gifle, même si je m'étais déjà douté de ces conversations. C'est une chose de soupçonner, et une toute autre d'en avoir la confirmation de la part de Sibylle. Ils se disputent tout le temps à propos de l'argent, continua-t-elle en essuyant ses larmes.
Papa dit que maman dépense trop, et maman crie qu'il ne gagne pas assez. Et puis ils disent tous les deux que tu pourrais t'aider davantage, mais que tu t'accroches à tes millions. Je sens le sang quitter mon visage. Alors, ils discutent de mes finances devant Sibylle, me faisant passer pour une vieille femme avare qui refuse d'aider sa propre famille. Mamie, combien d'argent as-tu? Demande soudain Sibylle. Es-tu vraiment millionnaire? Je regarde dans ses yeux curieux et je réalise que je ne peux pas mentir. Pas à elle. J'ai des économies, ma chérie. Assez pour vivre confortablement et ne pas m'inquiéter de l'avenir. Mais ce n'est pas une question de quantité d'argent. C'est une question de la façon dont les gens se traitent les uns les autres. Je sais, acquiesce-t-elle avec une sagesse inattendue. Maman ne pense qu'à l'argent, et elle pousse papa à penser de la même façon. Mais tu n'es pas comme ça. Tu m'offres des livres, pas des babioles chères comme eux. Tu me parles, tu ne te contentes pas de m'ignorer. Ces mots me touchent au plus profond de moi. À cet instant, je réalise que peut-être tous mes efforts n'ont pas été vains. Peut-être que mon amour et mon attention ont trouvé un écho, mais pas là où je m'y attendais. Je ne veux pas de leur argent, Sibylle. Et je ne veux pas du tien non plus. Je lui prends la main. Je veux juste que tu sois heureuse et que tu saches que je t'aime, quoi qu'il arrive. Je sais, grand-mère. Elle me serre dans ses bras. Et je t'aime aussi. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre papa. Il n'est pas toujours comme ça. Je sais, ma chérie. Nous restons ainsi quelques minutes, enlacés dans le silence de la chambre, rompus seulement par les sons étouffés de la musique et des voix d'en bas. Puis j'entends des pas dans le couloir et on frappe à la porte. Sibylle. Solange. La voix de Céline semble irritée. Vous êtes là? Les invités vous demandent. Je sens Sibylle se raidir dans mes bras. On descend tout de suite, dis-je sans ouvrir la porte. D'accord, mais dépêchez-vous. C'est gênant d'avoir le héros de la fête et sa famille éparpillés dans toute la maison, dit-elle, son ton empreint d'un mécontentement mal dissimulé. Les pas s'éloignent et Sibylle soupire. Je dois y aller. Elle se lève et ajuste sa robe. Tu viens avec moi, grand-mère? Bien sûr, dis-je en souriant. Donne-moi juste une minute pour me rafraîchir. Quand Sibylle part, je reste seule dans sa chambre. La photo sur la table de chevet attire mon attention. Moi et Sibylle dans le parc, toutes les deux en train de rire, regardant l'appareil photo. La photo date d'il y a 2 ans, lorsque nous avions passé une journée entière ensemble sans Antoine ni Céline. C'était l'un des jours les plus heureux de ma vie. Je retourne dans le salon où la fête continue, mais avec une nuance de gaieté forcée. Antoine boit toujours, dissimulant à peine son état. Céline fait la conversation avec un groupe de femmes, son rire sonnant trop fort, trop faux. Sibylle se tient près de la fenêtre, à l'écart de l'agitation. Je me dirige vers elle, mais je suis arrêtée par l'un des invités, un homme plus âgé que je reconnais vaguement comme un ancien collègue d'Antoine. Madame Dubois, dit-il doucement avec sympathie dans la voix. Je voulais juste vous dire que j'admire votre dignité. Tout le monde ne peut pas garder son sang-froid après avoir entendu ça. Merci, je réponds, ne sachant que dire d'autre. Mon fils dit aussi parfois des choses qu'il regrette, a-t-il poursuivi. Cette génération, ils ne comprennent pas la valeur de la famille comme nous. J'acquiesce, reconnaissante pour son soutien, bien qu'inutile. Je n'ai pas besoin de la sympathie d'étrangers. J'ai besoin que mon propre fils m'apprécie. Pas pour l'argent que je peux lui donner, mais simplement pour être sa mère. À ce moment, Antoine se lève, ses mouvements maladroits et son discours pâteux. Un autre toast, annonce-t-il en renversant du whisky de son verre, à la mère la plus contrôlante du monde. Les invités se figent, Céline pâlit, et je sens le sang me monter au visage. Antoine, je pense que tu devrais t'asseoir, dis-je doucement en m'approchant de lui. Et moi, je pense que tu devrais t'arrêter de me dire ce que je dois faire. Il élève la voix, et quelques invités reculent instinctivement. Toute ma vie, tu as essayé de me contrôler. Antoine, étudie plus dur. Antoine, ne traîne pas avec ces garçons. Antoine, cette fille n'est pas pour toi. Je ne t'ai jamais dit avec qui te lier d'amitié ou qui épouser. Ma voix reste calme, même si je bouillonne à l'intérieur. Ah non. Et Lydie? Il crie presque. Tu ne pouvais pas la supporter. Tu n'arrêtais pas de dire qu'elle n'était pas faite pour moi. Lydie est l'ex-petite amie avec qui il sortait avant Céline, la fille qu'il aimait vraiment mais ne correspondait pas à ses ambitions. Pas assez prestigieuse.
Je n'ai jamais dit qu'elle n'était pas faite pour toi, je réponds. J'ai seulement dit que tu devais être sûr de ton choix, car le mariage est une chose sérieuse. Vous voyez. Il se tourne vers les invités en agitant les bras. C'est toujours comme ça. Jamais direct, mais elle te fera sentir coupable. Céline s'approche de lui et essaie de le prendre sous le bras. Chérie, continuons cette conversation plus tard. Au diable les invités. Il la repousse. Ils doivent savoir qui tu es vraiment, maman. Comment tu achètes notre gratitude avec ton argent? Comment tu nous fais sentir comme des ratés parce que nous ne pouvons pas vivre notre vie comme tu penses que nous le devrions? Je n'ai jamais essayé de vous contrôler. Ma voix tremble, mais je continue à parler. Je voulais juste aider. Ton aide nous étouffe. Il répète les mots de Céline, et je réalise qu'ils en ont discuté plus d'une fois. On ne peut pas respirer à cause de tes attentes. À cause de tes rappels constants de tout ce que tu as fait pour nous. Le silence règne dans la pièce. Je vois certains invités baisser les yeux. D'autres me regardent avec sympathie ou curiosité. Sibylle se tient dans le coin, le visage pâle, les yeux écarquillés d'horreur. Et soudain, je ressens un soulagement, comme si le lourd fardeau que je portais depuis toutes ces années était enfin tombé de mes épaules. Fini de prétendre que tout va bien. Fini de fermer les yeux sur la façon dont on me traite. Je comprends, dis-je doucement, en regardant droit dans les yeux de mon fils. Tu as raison. Le meilleur cadeau pour toi serait que je disparaisse de ta vie. Son visage change, quelque chose comme de la peur vacille dans ses yeux. Peut-être réalise-t-il seulement maintenant ce qu'il a dit. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire, balbutie-t-il, son ton changeant. Non, c'est exactement ce que tu voulais dire. Je prends calmement mon sac à main sur la table. Et tu sais quoi? Je vais te faire ce cadeau. Je me tourne vers Sibylle, qui me regarde avec terreur dans les yeux. Je suis désolée, ma chérie, lui dis-je. Il est temps pour grand-mère de rentrer à la maison. Grand-mère, non. Elle fait un pas vers moi, mais je l'arrête d'un geste. C'est bon, Sibylle. Parfois, les gens ont besoin d'espace les uns par rapport aux autres. Ton père a raison. Je me suis trop immiscée dans votre vie. Je parcours le salon du regard, croisant les yeux de chacun des invités. Je m'excuse pour cet épisode désagréable. J'espère que la soirée sera tout de même agréable. Et sur ces mots, je me dirige vers la sortie. Personne n'essaie de m'arrêter. Même Céline a l'air trop abasourdie pour dire quoi que ce soit. Seule Sibylle se précipite après moi, mais elle est arrêtée par Antoine, qui semble enfin commencer à réaliser ce qu'il a fait. Maman, attends. Sa voix vient de quelque part derrière moi, mais je ferme déjà la porte d'entrée derrière moi. La douce soirée de printemps m'accueille en silence. Je prends une profonde inspiration d'air frais, sentant mes mains trembler. Les larmes que j'ai retenues toute la soirée finissent par couler, et je les laisse couler pendant que je marche vers ma voiture. La dernière chose que j'entends est la voix de Sibylle qui me crie depuis la fenêtre du premier étage. Grand-mère, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Mais je ne me retourne pas. Je ne peux pas, car je sais que si je le fais, je pourrais changer d'avis. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, je suis absolument sûre de la justesse de ma décision. Je monte dans la voiture et démarre le moteur. Dans le rétroviseur, je vois Antoine sortir de la maison, mais il s'arrête sur le porche, hésitant à s'approcher. Peut-être a-t-il peur que je ne m'arrête pas. Et il a raison. Je m'éloigne lentement de leur maison, sentant chaque mètre entre nous apporter un étrange soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens libérée du poids des attentes, les miennes et celles des autres. Le meilleur cadeau serait que tu disparaisses de ma vie. Eh bien, Antoine aura son cadeau, mais pas tout à fait de la manière dont il l'attend. Le trajet de retour semble interminable. Mes mains tremblent sur le volant, et les mots d'Antoine résonnent en boucle dans ma tête. Les larmes brouillent ma vision, mais je ne m'arrête pas pour les essuyer. Quel cool! Ce sont peut-être les dernières larmes que je verserai à cause de lui. Je me gare devant mon immeuble. Un bâtiment ordinaire de 5 étages à la périphérie de Beaulieu. Il n'a rien de spécial, mais depuis 20 ans, cet endroit est mon refuge. Un modeste 2 pièces au 3e étage. Un endroit où j'ai vécu frugalement, en économisant chaque euro supplémentaire. Je monte les escaliers, déverrouille la porte et allume la lumière. Tout semble pareil, mais c'est différent, comme si j'étais de retour dans la maison de quelqu'un d'autre, ou comme si j'étais devenue moi-même une étrangère. Je retire mes chaussures et me dirige vers la chambre.
J'ouvre l'armoire et regarde les 2 grandes valises qui se trouvent au fond. Elles sont déjà faites, prêtes pour le voyage que je planifie depuis quelques mois. Je ne suis pas une vieille femme folle ou impulsive. J'attendais ce moment, anticipant son inévitabilité. Peut-être pas dans des circonstances aussi dramatiques. Mais au fond de moi, je savais que tôt ou tard, je devrais quitter la vie d'Antoine. Que tôt ou tard, le masque de fils reconnaissant tomberait complètement et il montrerait son vrai visage. Il y a 3 mois, lorsque j'ai entendu Céline parler de mes comptes bancaires pour la première fois, quelque chose en moi a changé. C'était comme si un fusible avait sauté, me protégeant de l'amère vérité. J'ai commencé à voir clair. À agir avec détermination. La première chose que j'ai faite a été de changer mes coordonnées bancaires. J'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque, dans une ville voisine où personne ne me connaissait. J'y ai transféré la plupart de mes économies, ne laissant que le strict minimum pour les dépenses courantes sur l'ancien compte. Puis j'ai commencé à me débarrasser des choses qui s'étaient accumulées au fil des ans. Rien de valeur, juste des vieilleries qu'il était grand temps de jeter, de vieux magazines, des vêtements que je n'avais pas portés depuis des années, des ustensiles de cuisine qui prenaient la poussière sur les étagères. Je ne voulais laisser aucune trace de mon ancienne vie derrière moi. J'ai loué une petite maison dans la ville côtière de Port-Havre, à 500 km de Beaulieu. Je l'ai trouvée sur Internet, j'ai payé 3 mois de loyer d'avance. Personne, pas même le propriétaire, ne connaît mon vrai nom. J'utilise mon nom de jeune fille et mon deuxième prénom, Elisabeth Crane. Je sors mes valises et les pose près de la porte. Je retourne dans le salon et m'assois au bureau. J'ouvre un tiroir et en sors une enveloppe contenant un nouveau téléphone portable, une simple carte prépayée. Seul moi connais le numéro. Et bientôt, Sibylle. Je prends une feuille de papier et un stylo. Je réfléchis un instant, en choisissant mes mots. Ce sera la lettre la plus importante de ma vie. Chère Sibylle, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Je suis désolée d'être partie si soudainement, mais je pense que tu comprends pourquoi je devais le faire. Je ne suis pas partie pour toujours. J'ai juste besoin de temps pour moi, loin des complications qui sont apparues entre tes parents et moi. À l'intérieur de l'enveloppe, tu trouveras un téléphone portable. C'est notre ligne de communication secrète. Tu peux m'appeler ou m'envoyer un SMS à tout moment, et je répondrai toujours. Mais s'il te plaît, ne parle pas de ce téléphone à tes parents. Ils doivent comprendre que certaines décisions ont des conséquences. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis en sécurité et assez confortablement installée. Et souviens-toi, quoi qu'il arrive entre tes parents et moi, mon amour pour toi ne changera jamais. Je t'aime, ta grand-mère. Je relis la lettre, la scelle dans l'enveloppe avec le téléphone, et j'inscris le nom de Sibylle. Je la posterai demain matin de l'autre côté de la ville pour ne laisser aucune trace. Puis je prends une autre feuille de papier. Ce sera une lettre pour Antoine et Céline. Elle sera très différente. Antoine et Céline, j'ai décidé d'exaucer un vœu d'anniversaire. Je disparais de vos vies. N'essayez pas de me trouver. Je ne veux pas être trouvée. Tous les documents légaux relatifs à mes finances ont été remis à mon avocat. Mes économies sont maintenant en lieu sûr. Solange. La brièveté de ce message me semble appropriée. Pas d'émotion, pas d'accusation, juste un constat. Je pose mon stylo et jette un coup d'œil à l'horloge. Il est presque minuit. Il est temps de finaliser mes derniers préparatifs. Je sors de l'armoire la petite boîte qui contient les photos. Les seuls objets personnels que j'emporte avec moi. Une photo de Benoît. Quelques clichés du petit Antoine. Beaucoup de photos de Sibylle. Soudain, mon regard tombe sur un portrait de famille pris il y a 5 ans. Moi, Antoine, Céline et Sibylle, âgés de 10 ans. Nous sourions à l'appareil photo, debout devant un sapin de Noël. La famille parfaite. Le mensonge parfait. Le jour où cette photo a été prise me revient en mémoire. 10 minutes avant la photo, Céline réprimandait Sibylle pour avoir sali sa nouvelle robe. Antoine se disputait avec Céline à propos de l'argent dépensé pour les cadeaux de Noël. Et je me tenais en retrait, observant ce cirque, pensant que tout pouvait encore être arrangé, que les choses s'amélioreraient. Quelle naïve j'étais. Je mets la photo de côté et ferme la boîte. Le passé doit rester dans le passé. Tout ce qui compte maintenant, c'est l'avenir. Je vérifie mon nouveau téléphone portable, celui que je vais garder, m'assurant qu'il est complètement chargé et qu'il fonctionne. Puis je parcours méthodiquement l'appartement, vérifiant si je n'ai rien oublié d'important.
La lumière clignotante de mon téléphone fixe attire mon attention. Un nouveau message. J'appuie sur le bouton et j'entends la voix d'Antoine. Maman, c'est moi. Écoute, j'étais ivre et j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Tu sais, je ne le pensais pas. Rappelle-moi, s'il te plaît. On doit parler. Sa voix semble inquiète, mais pas pleine de remords. Il ne s'inquiète pas pour moi, mais pour les conséquences de ses paroles, pour l'impact que mon départ aura sur sa situation financière. Je supprime le message avant d'entendre le reste. Puis je débranche mon téléphone. Personne d'autre dans cet appartement ne répondra au téléphone. Je m'assois sur le canapé et ferme les yeux. Les souvenirs affluent par vagues. Voici Antoine, le petit garçon aux genoux écorchés. J'embrasse le bleu et il arrête de pleurer, souriant à travers ses larmes. Voici Benoît et moi l'emmenant en première année. Il était si excité qu'il a oublié sa nouvelle trousse à la maison. Nous sommes retournés la chercher après avoir été en retard au travail. Voici l'adolescent Antoine, maussade et renfermé depuis la mort de son père. J'essaie de l'atteindre, mais il me repousse, me blâmant pour tous ses problèmes. Le voici debout à l'hôtel avec Céline, si beau dans son nouveau costume, si heureux. Je pleure des larmes de joie, croyant que tout s'arrangera. Et puis ce soir, ces paroles sont comme des couteaux plantés dans mon cœur. Le meilleur cadeau serait que tu disparaisses de ma vie. J'ouvre les yeux. Plus de larmes, seulement de la détermination. Je me lève, prends mes valises et regarde l'appartement une dernière fois. Tant d'années passées entre ces murs. Tant de souvenirs, mais aucun qui me donnerait envie de rester. Je ferme la porte et descends à la voiture. Je charge mes valises dans le coffre et me mets au volant. La ville dort. Les rues sont vides. Le moment idéal pour disparaître. En chemin, je m'arrête à un bureau de poste ouvert 24h24 et j'envoie la lettre pour Sibylle. Puis je me rends à la maison d'Antoine et Céline. Les lumières aux fenêtres sont encore allumées, la fête bat probablement son plein. Ou bien ils se disputent à propos de mon départ. Je me gare à un pâté de maison et j'attends. 1 heure plus tard, la dernière voiture d'invité part et les lumières de la maison s'éteignent. Je sors de la voiture, m'approche de la maison et dépose ma courte lettre dans la boîte aux lettres. La touche finale. Je remonte dans la voiture et m'engage sur l'autoroute qui s'éloigne de Beaulieu. À chaque kilomètre, je sens le poids du passé me lâcher lentement. Devant moi, la liberté, une nouvelle vie. À 5 heures du matin, je suis à 150 km de Beaulieu. Je m'arrête dans un café en bord de route pour un café et un peu de repos. Je sors mon ordinateur portable et me connecte à Internet via mon téléphone portable. Je me connecte à mon compte bancaire. 3 264 587 € et 32 centimes d'euros. Le résultat de toute ma vie exprimé en chiffres. Je clique sur le bouton « Transférer des fonds » et saisis les coordonnées du nouveau compte. Je confirme le transfert. C'est fait. L'argent est maintenant complètement hors de portée d'Antoine et Céline. Ils ne connaissent même pas l'existence de ce compte. Ne connaissent pas le nom de la banque. Ne connaissent pas mon nouveau nom. Je ferme mon ordinateur portable et finis mon café. Mon cœur est léger pour la première fois depuis longtemps. J'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. À 7 heures du matin, je suis de nouveau sur la route. La route devant moi est dégagée et j'accélère. Port-Havre m'attend. À ce moment précis, une nouvelle journée commence chez Antoine et Céline. Je les imagine se réveiller avec la gueule de bois, des maux de tête et des pensées anxieuses. Antoine se rappelant ses paroles et fronçant le nez de honte, non pas parce qu'il regrette ce qu'il a dit, mais parce qu'il craint les conséquences. Céline le rassure probablement, lui disant que je vais bientôt me calmer et revenir, que je ne pourrai pas en vouloir longtemps à mon propre fils, que mes sentiments maternels l'emporteront sur ma fierté. Comme elle se trompe. Bien sûr, ils ne s'en soucieront pas au début. Ils penseront que je leur fais juste savoir à quel point ils m'ont blessé, que c'est une sorte de punition, une mesure temporaire. Peut-être qu'Antoine essaiera de m'appeler à nouveau, de laisser un autre message, plus coupable, plus insistant. Quand je ne répondrai pas, il se mettra en colère. Il dira à Céline que je suis puérile, que j'ai toujours été mélodramatique. Puis ils trouveront ma lettre dans la boîte aux lettres. Ils la liront 1, 2, 3 fois, essayant de voir si je suis sérieuse. Antoine dira que c'est du bluff, que j'essaie de leur faire peur. Céline ne sera pas si sûre. Dans un jour ou deux, ils commenceront à s'inquiéter pour de bon. Pas pour moi, pour l'argent. Ils se rendront chez moi, sonneront à la porte, et quand je ne répondrai pas,
utiliseront la clé de secours que je leur ai donnée il y a des années, au cas où. Ils entreront dans un appartement vide et verront que les choses les plus importantes ont disparu. Ils réaliseront que je ne suis pas seulement offensé, je suis parti. Je suis vraiment parti. Alors la panique s'installera. Ils appelleront les hôpitaux, la police, mes quelques amis. Personne ne pourra les aider car personne ne sait où je suis allé. Je n'ai confié mes plans à personne. Et à un moment donné, Antoine aura l'idée de vérifier mon compte bancaire. Celui dont il a accidentellement vu les coordonnées il y a 2 ans, lorsque j'ai laissé un relevé sur mon bureau. Celui auquel il espérait accéder après ma mort. Il se connectera à la banque en ligne. Bien sûr, il connaît mon mot de passe. Il a jeté un coup d'œil quand je l'ai saisi en sa présence. Et il ne verra rien, ou plutôt presque rien, quelques centaines d'euros au lieu des millions attendus. C'est là que la véritable hystérie commencera. C'est là que Céline montrera son vrai visage. Elle accusera Antoine d'avoir tout gâché avec ses discours d'ivrogne. Elle dira qu'il doit me trouver immédiatement et me convaincre de lui rendre l'argent. Mais ils ne me trouveront pas. Jamais, à moins que je ne le veuille. Sibylle sera la seule à qui je manquerai vraiment. La seule qui se souciera de mon bien-être, pas de mon argent. Et elle sera la seule à savoir comment me contacter. Je me demande combien de temps Antoine et Céline lui cacheront la vérité. Combien de temps prétendront-ils que tout va bien, que grand-mère fait juste un petit voyage. Tôt ou tard, elle devra découvrir que j'ai pris tout l'argent, que ses parents sont sans le filet de sécurité financier sur lequel ils comptaient. Comment réagira-t-elle? Sera-t-elle déçue de moi? Ou comprendra-t-elle pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? À midi, je suis à 300 km de Beaulieu. Je m'arrête pour faire le plein et manger un morceau. Je m'assois à une table près de la fenêtre, regardant les voitures passer et pensant à ce qui se passe chez Antoine en ce moment. Peut-être ont-ils déjà trouvé ma lettre. Peut-être se précipitent-ils déjà vers mon appartement pour voir si je suis vraiment parti. Peut-être appellent-ils déjà la banque, essayant de savoir ce qu'il est advenu de mon argent. Ou peut-être dorment-ils encore, ignorant que leur vie est sur le point de changer pour toujours. J'imagine la scène. Antoine, encore en pyjama, vérifiant mon compte bancaire sur son ordinateur portable. Son visage passe de la surprise à l'incrédulité, puis à la rage. Il crie, appelant Céline. Elle arrive en courant, encore endormie, et il lui montre l'écran. Tout l'argent a disparu. Elle a pris tout l'argent. Céline n'en croit pas ses yeux. Elle vérifie elle-même, entre le mot de passe, rafraîchit la page. Le résultat est le même. Le compte est presque vide. Ce n'est pas possible, dit-elle. Ce doit être une erreur, un problème technique. Il faut appeler la banque. Mais la banque ne fera que confirmer. Tous les fonds ont été transférés tôt le matin vers un autre compte, légalement, en conformité avec toutes les règles. Rien ne peut être fait. Alors le vrai scandale commence. Accusations, cris, larmes, peut-être même de la vaisselle cassée. Antoine reprochera à Céline d'être trop avide, trop évidente dans ses intentions. Céline reprochera à Antoine ses frasques d'ivrogne à la fête d'anniversaire. Ils seront si occupés à régler leur compte qu'ils ne remarqueront pas Sibylle debout dans l'embrasure de la porte, une enveloppe à la main. Une enveloppe contenant un téléphone et une lettre de mamie. Je paie l'addition et retourne à la voiture. Il reste encore quelques heures de route jusqu'à Port-Havre. Je ne suis pas pressé. J'ai toute la vie devant moi. Une nouvelle vie sans manipulation et attente cachée, sans avoir à acheter l'amour de mon propre fils. À 15 heures, mon nouveau téléphone sonne. Le numéro est inconnu, mais je devine de qui il s'agit. Grand-mère. La voix de Sibylle est basse, comme si elle avait peur d'être entendue. Bonjour, ma chérie, je réponds, le cœur serré de tendresse. Tu es vraiment parti? Pour de bon. Je suis parti, mais pas pour toujours de ta vie, dis-je doucement. Nous serons toujours en contact. Ils deviennent fous, murmure-t-elle. Papa vient de rentrer de la banque. Il crie sur maman et elle crie sur lui. Ils disent que tu as pris tout l'argent. C'est vrai. Je ne vois pas l'intérêt de cacher l'évidence. C'est mon argent, Sibylle. Je l'ai gagné par mon propre travail. Je sais, dit-elle, sa voix semblant étonnamment mûre. Il n'avait pas le droit de te traiter comme ça. Surtout papa, ce qu'il a dit à la fête d'anniversaire. Ton père a dit quelque chose qu'il voulait dire depuis longtemps, je réponds. Parfois, l'alcool enlève juste les filtres. Ils veulent te trouver. Ils ont appelé la police.
Mais on leur a dit qu'on ne pouvait pas lancer un avis de recherche parce que tu es majeur et que tu es parti volontairement. Ils ne me trouveront pas à moins que je le veuille, dis-je fermement. Et pour l'instant, je ne le veux pas. Je comprends, soupire-t-elle. Mais tu vas me manquer. On se parlera beaucoup. Je te le promets. Et peut-être qu'un jour, tu viendras me rendre visite. Mais cela doit rester notre secret. Je ne dirai rien à personne, jure-t-elle. Je dois y aller. Je crois que ma mère arrive. Je t'appellerai plus tard. La conversation se termine et je continue mon chemin, ressentant un étrange mélange de tristesse et de contentement. Tristesse de ne pas pouvoir voir Sibylle aussi souvent que je le voudrais. Satisfaction d'être enfin libérée de la relation toxique qui m'étouffait depuis des années. À 17 heures, j'arrive à Port-Havre, une petite ville côtière où personne ne me connaît et où personne ne me cherchera. L'air marin salé remplit mes poumons et le bruit des vagues parvient même jusqu'ici, dans la rue principale. Je trouve l'adresse que mon propriétaire m'a donnée. Une petite maison blanche à 2 rues de l'Océan. Simple mais confortable. L'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie. Je décharge mes valises et les rentre à l'intérieur. C'est propre et lumineux. Mobilier minimaliste, mais tout ce dont j'ai besoin est là. J'achèterai le reste plus tard. Je ne me presse pas pour déballer. Au lieu de cela, je sors sur la petite véranda et regarde le coucher de soleil sur l'océan. Le ciel se pare de nuances de rose et d'orange et les vagues déferlent doucement. À cet instant, je ressens un calme étrange. C'est comme si toute ma vie m'avait mené à ce moment, à cette liberté. Comme si tout ce qui avait précédé, le travail, les économies, les concessions sans fin à Antoine, n'était qu'une préparation à cette vie. Ma vie. 3 millions d'euros. L'argent que je comptais laisser à mon fils. De l'argent qui allait maintenant me donner une chance de vivre pour moi, au moins à la fin de ma vie. Je ne ressens pas le moindre regret. Seulement une joie tranquille et l'attente d'un avenir qui m'appartient enfin à moi seul. Et à 500 kilomètres de là, dans le quartier aisé de Beaulieu, la maison d'Antoine et Céline est probablement encore en pleine tempête. Ils passent en revue leurs options, appellent les banques, engagent des détectives privés. Ils n'arrivent pas à croire que leur mère dévouée, leur distributeur automatique de billets, ait osé faire un tel pas. Ils n'ont pas encore réalisé qu'ils ont perdu non seulement de l'argent, mais aussi moi, et que ce dernier est probablement beaucoup plus important. Mais un jour, ils le réaliseront. Un jour, peut-être, Antoine réalisera à quel point il m'a fait de la peine avec ses paroles et son attitude. Peut-être même se repentira-t-il. Mais il sera trop tard, car moi, Solange Dubois, j'ai enfin fait un choix pour moi-même, et ce choix est irréversible. La brise marine agite les rideaux de ma chambre. J'ouvre les yeux et observe pendant quelques secondes le jeu de lumière et d'ombre sur le plafond. 1 mois. Cela fait 1 mois entier que j'ai quitté Beaulieu et commencé une nouvelle vie à Port-Havre. Je sors du lit et me dirige vers la fenêtre. La vue sur l'océan me semble toujours un miracle. Le bleu immense s'étendant jusqu'à l'horizon. Comment ai-je pu vivre 68 ans sans voir cette beauté tous les jours? Ma petite maison blanche est vraiment devenue la mienne ce mois-ci. J'ai réarrangé les meubles, accroché des rideaux, acheté quelques tableaux d'artistes locaux. J'ai planté des fleurs dans le jardin. Elles commencent tout juste à sortir de terre, mais bientôt elles transformeront ma parcelle en un véritable jardin fleuri. Sur la table de la cuisine, une carte postale de Sibylle. Une carte simple et innocente avec la photo d'un chaton et les mots « Tu me manques ». À l'intérieur, juste une signature, pas de détails, pas d'adresse. Nous avons convenu de ne communiquer que par téléphone pour ne laisser aucune trace. Elle a envoyé la carte par l'intermédiaire d'un ami d'une autre ville. Je me prépare un thé et sors sur la véranda. C'est le petit matin. La ville dort encore. Seules les mouettes crient au-dessus du rivage et de temps en temps, la voiture d'un pêcheur passe en direction de la mer. Quelle étrange sensation que cette liberté. Pas d'obligation, pas d'attente, pas de culpabilité. Pour la première fois depuis des années, je vis complètement dans le moment présent, sans penser constamment aux problèmes d'Antoine, à ses difficultés financières, à la manière de l'aider. Bien sûr, Sibylle me manque. Nous nous parlons presque tous les jours, mais ce n'est pas assez. Son rire me manque, nos longues conversations autour d'une tasse de chocolat chaud, la façon dont elle fronce le nez quand quelque chose lui déplaît, tout comme son grand-père. Mais Antoine ne me manque pas. Son visage perpétuellement mécontent ne me manque pas, ni ses exigences, ni son ingratitude. Le regard froid de Céline ne me manque pas, ni son faux sourire, ni la façon dont elle jugeait toujours mes vêtements, ma voiture, ma vie.
Un appel téléphonique interrompt mes rêveries. C'est Sibylle. Elle appelle plus tôt que d'habitude. Grand-mère. Sa voix semble tendue. Bonjour, ma chérie. Quelque chose ne va pas? Papa a engagé un autre détective. Le troisième ce mois-ci, dit-elle doucement, craignant manifestement d'être entendue. Celui-ci semble plus compétent. Il a posé beaucoup de questions sur toi, tes habitudes, où tu pourrais être. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je demande, me sentant légèrement mal à l'aise. Rien d'utile. J'entends le petit rire dans sa voix. Je lui ai dit que tu avais toujours voulu aller sur la Côte d'Azur ou en Provence. Que tu aimes les grandes villes et les endroits bruyants. Je souris. Intelligente petite. Elle les a envoyés dans la direction opposée. Port-Havre est une petite ville tranquille sur la côte nord que je n'ai jamais mentionnée en leur présence. Comment vont tes parents? Je demande, bien que leur bien-être ne m'intéresse pas particulièrement. Sibylle soupire. Ils se disputent tout le temps. Maman reproche à papa de t'avoir fait fuir avec ses paroles à la fête d'anniversaire. Papa reproche à maman d'être trop cupide et évidente. Hier, maman a même menacé de partir si papa ne trouvait pas un moyen de te faire revenir. Je secoue la tête. Alors, Céline a enfin montré son vrai visage. Sans mon argent, leur mariage commence à s'effondrer. Et leurs finances? C'est la question qui m'intéresse le plus. Pas terrible. Sibylle baisse à nouveau la voix. Ils pensaient que tu avais beaucoup plus d'argent sur ton compte. Ils prévoyaient de rembourser leurs prêts, d'acheter une nouvelle voiture pour maman, de rénover la maison, et maintenant ils doivent économiser. Maman parle même de vendre la maison et de déménager dans un appartement plus petit. Je ne ressens pas le moindre regret. Ils vivent au-dessus de leurs moyens depuis des années, comptant sur mon soutien. Il est temps qu'ils apprennent ce qu'est la vraie vie. Et comment vas-tu, ma chérie? Je demande avec une réelle inquiétude. Je vais bien, essaie-t-elle de paraître joyeuse, mais j'entends la fatigue dans sa voix. L'école se passe bien. Je passe plus de temps avec mes amis, comme ça je n'ai pas à les entendre se disputer. Peut-être que tu devrais venir me voir pour le week-end, je suggère impulsivement. On pourrait passer du temps ensemble comme avant. Il y a une pause. Je réalise que j'en demande trop. Elle devrait mentir à ses parents, organiser le voyage, tout garder secret. J'aimerais tellement. Elle répond enfin. Mais c'est trop risqué en ce moment. Ils me surveillent de plus près que d'habitude. Ils doivent soupçonner que je sais où tu es. Bien sûr, je comprends. Je réponds, cachant ma déception. Peut-être plus tard, quand les choses se seront un peu calmées. Je viendrai, dit-elle, la promesse dans sa voix. Je dois y aller. Ma mère va bientôt se lever. Je t'aime, grand-mère. Je t'aime aussi, ma chérie. Après la conversation, je reste sur la véranda, regardant l'océan et pensant à Sibylle. Peut-être aurais-je dû l'emmener avec moi, mais cela aurait été un enlèvement. De plus, malgré tous leurs défauts, Antoine et Céline sont ses parents. Je n'ai pas le droit de briser ce lien. La journée commence comme d'habitude. Je prends mon petit déjeuner, puis je me dirige vers la plage pour ma promenade matinale. Au cours de ce mois, j'ai appris à aimer ces promenades, longues, tranquilles, me donnant le temps de réfléchir et de profiter de la beauté de la nature. La plage n'est pas bondée à cette période de l'année. Quelques habitants promènent leurs chiens. 2 hommes âgés pêchent depuis la jetée. Une jeune femme fait du yoga sur le sable. J'ai déjà rencontré beaucoup des habitués de la plage. Margot, une veuve d'une 60aine d'années qui a déménagé ici après la mort de son mari. Frédéric et Henri, des pêcheurs âgés qui essaient chaque matin de pêcher quelque chose de substantiel, mais qui rentrent généralement bredouilles, mais avec de nouvelles histoires. Lise, une institutrice locale qui pratique le yoga à l'aube. Ils me connaissent tous comme Elisabeth Crane, une femme récemment veuve qui a décidé de commencer une nouvelle vie au bord de la mer. Personne ne pose trop de questions. Il y a beaucoup de gens dans les petites villes côtières comme celle-ci qui cherchent un nouveau départ. Bonjour, Elisabeth. Margot me fait un signe de la main et je m'approche d'elle. Son petit caniche, pêche, saute joyeusement autour de mes pieds. Bonjour, Margot. Je souris en me penchant pour caresser le chien. Comment vas-tu? Je vais bien, ma chère. Tu te souviens du club de lecture ce soir? On discute de la vie secrète des abeilles. Bien sûr, je n'ai pas oublié. J'acquiesce. Je serai là à 19h. Le club de lecture est l'un de mes nouveaux passe-temps.
5 femmes de mon âge qui se réunissent une fois par semaine pour discuter d'un livre qu'elles ont lu. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais cela me donne l'occasion de socialiser avec des gens, de faire de nouvelles connaissances. C'est super. Margot me tapote le bras. Et n'oublie pas d'apporter ta fameuse tarte au citron. Elle a fait sensation la dernière fois. Je ris. Les gens ont toujours aimé mes pâtisseries, mais à Beaulieu, j'avais rarement l'occasion de cuisiner pour quelqu'un d'autre que ma famille. Antoine préférait toujours les desserts du commerce, les considérant plus chics. Je continue ma promenade, réfléchissant à la façon dont ma vie a changé. Ce mois-ci, je suis devenue plus calme, plus confiante. J'ai arrêté de penser constamment à l'argent, à combien je pouvais dépenser, combien je devais mettre de côté, combien je devais donner à Antoine. Maintenant, je peux m'offrir de petits plaisirs. Une nouvelle robe, un repas au restaurant, un billet pour un concert au centre culturel local. Rien d'extravagant. Des années d'économie m'ont appris la valeur des choses simples. Mais maintenant, je dépense de l'argent pour des choses qui me font du bien, pas pour ce que les autres pensent que j'ai besoin. Je rentre à la maison vers midi. Un paquet m'attend sur le pas de ma porte. Les livres que j'ai commandés en ligne. J'achetais rarement quelque chose pour moi avant, surtout en ligne. Céline se moquait toujours de ma technophobie et de mon côté démodé. Mais ici, à Port-Havre, j'ai commencé à adopter les nouvelles technologies et à découvrir de nouvelles possibilités. Après le déjeuner, je me rends à la bibliothèque locale, ma nouvelle destination préférée. La bibliothèque est petite mais confortable, avec de grandes fenêtres et une vue sur l'océan. Je m'y suis inscrite la première semaine après mon arrivée, et j'en suis une habituée depuis. Madame Crane, Mademoiselle Leclerc, la bibliothécaire, une jeune femme aux cheveux roux vifs, me salue. J'ai mis de côté pour vous ce livre de jardinage que vous aviez demandé. Merci, Mademoiselle Leclerc. Je souris en acceptant le livre. Et s'il vous plaît, appelez-moi Elisabeth. Seulement si vous m'appelez Rachel. Elle me sourit en retour. Le jardinage est un autre nouveau passe-temps. Je n'ai jamais eu de jardin auparavant, juste quelques pots de fleurs sur le balcon de mon appartement. Maintenant, j'ai un petit lopin de terre, et je suis déterminée à le transformer en une oasis fleurie. Oh, et une dernière chose. Rachel baisse la voix comme si elle était sur le point de partager un secret. Monsieur Émile a demandé de vos nouvelles hier. Je sens mon visage s'empourprer. Noël Émile est un veuf de 67 ans et ancien professeur de littérature anglaise qui a déménagé à Port-Havre il y a 3 ans. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque il y a 2 semaines, alors que nous tendions tous les deux la main vers le même livre de Jane Austen. Vraiment. Ma voix semble trop intéressée, et Rachel sourit encore plus largement. Oui. Il voulait savoir si vous comptiez assister à la soirée poésie de vendredi. Il a dit qu'il adorerait vous tenir compagnie. Je ne sais pas quoi dire. La dernière fois que je suis allée à un rendez-vous, mon Dieu, il y a 30 ans. Après la mort de Benoît, je n'ai même pas pensé à d'autres hommes. Toute ma vie tournait autour du travail, d'Antoine, puis de Sibylle. Je vais y réfléchir. Je réponds finalement. Et Rachel acquiesce, clairement satisfaite de ce petit drame dans la bibliothèque tranquille. Je rentre chez moi avec un nouveau livre et des sentiments mitigés. Suis-je vraiment prête pour ce genre de changement de vie? Pour une nouvelle relation? Ou est-ce trop et trop rapide? Le soir, avant le club de lecture, je prépare la tarte au citron que Margot et les autres aiment tant. Une recette simple que je me souviens de mon enfance. Ma mère disait toujours, Solange, une bonne tarte au citron peut résoudre la moitié des problèmes de la vie. Je pense à ma mère, qui est partie depuis longtemps. Qu'aurait-elle dit de ma fuite? De ce que j'ai fait à Antoine? Aurait-elle approuvé ma décision ou l'aurait-elle désapprouvée? Je suis tellement absorbée par ces pensées que je sursaute lorsque le téléphone sonne. C'est un numéro inconnu, pas celui de Sibylle. J'hésite, mais je finis par répondre. Bonjour, Madame Dubois. Une voix d'homme, inconnue. Mon cœur se serre. Personne à Port-Havre ne me connaît sous ce nom. Qui est-ce? Je demande, en essayant de garder ma voix calme. Mon nom est Alexandre Morin et je suis un détective privé engagé par votre fils, Antoine Dubois. Sa voix semble professionnelle, sans émotion. Il est très inquiet pour vous et m'a demandé de vous retrouver. Alors ils m'ont retrouvé, ou ils pensent l'avoir fait. Je dois être prudente. Je crains que vous ne fassiez erreur de numéro, je réponds. Je ne connais personne de ce nom. Madame Dubois, je comprends votre désir de rester incognito,
poursuit le détective en ignorant mon déni. Mais votre fils est vraiment inquiet. Il veut juste s'assurer que vous allez bien. Je vous le répète, ma voix se fait plus ferme. Vous faites erreur de numéro. Au revoir. Je raccroche, sentant mes mains trembler. Comment ont-ils trouvé ce numéro? Sibylle aurait-elle pu le laisser échapper accidentellement? Non, elle est trop intelligente pour ça. Peut-être ont-ils tracé mon téléphone d'une manière ou d'une autre, mais c'est un nouveau numéro sans lien avec mon ancien. Le téléphone sonne à nouveau. Le même numéro. Je ne réponds pas. Il se tait après la 5e sonnerie, mais 1 minute plus tard, un message arrive. Madame Dubois, je comprends votre incrédulité. Mais Antoine est sincèrement plein de remords et souhaite se réconcilier. Il est prêt à accepter vos conditions. Veuillez me contacter lorsque vous serez prête à parler. Je supprime le message. Après 1 autre minute, le suivant arrive. Votre petite fille, Sibylle, vous manque aussi beaucoup. Elle mérite de voir sa grand-mère. C'est bas. Utilisez Sibylle pour me faire pression. Je bloque le numéro, éteins le téléphone. Mes mains tremblent encore, mais maintenant de colère, pas de peur. Ils n'ont pas de remords. Ils veulent récupérer leur argent, pas une relation. Et ils sont prêts à utiliser tous les moyens, y compris Sibylle, pour arriver à leur fin. J'inspire profondément, en essayant de me calmer. Ils ne savent pas où je suis. S'ils le savaient, le détective n'aurait pas appelé. Il serait venu en personne. C'est juste une tentative pour obtenir des informations, pour que je me trahisse. Demain, j'achèterai un nouveau téléphone avec un nouveau numéro. Je ne le donnerai qu'à Sibylle en l'avertissant d'être encore plus prudente. L'appel du détective a gâché mon humeur, mais je ne le laisserai pas gâcher ma soirée. Je finis ma tarte, je me change et je vais chez Margot où se réunit le club de lecture. Elisabeth, ma chérie. Margot m'accueille à la porte. On commençait à penser que tu ne viendrais pas. Désolée d'être en retard. Je souris en lui tendant la tarte. J'ai été un peu retardée avec la cuisson. Les autres membres du club étaient déjà réunis dans le salon. Jeanne, une ancienne institutrice. Dorothée, la propriétaire du fleuriste local. Ève, une bibliothécaire à la retraite, et Carla, la plus jeune d'entre nous, une femme d'une 50aine d'années récemment divorcée. Elisabeth a apporté sa fameuse tarte, annonce Margot, et les femmes murmurent leur approbation. Nous passons les 2 heures suivantes à discuter du livre, à boire du thé, à manger de la tarte et à partager des nouvelles. Une soirée typique de club de lecture. Mais pour moi, c'est bien plus que cela. C'est l'affirmation que je peux construire de nouveaux liens, créer une nouvelle vie, que je ne suis pas seulement la mère d'Antoine ou la grand-mère de Sibylle, mais une personne avec mes propres intérêts, opinions, amitiés. Alors, Elisabeth, Carla s'approche de moi alors que la partie formelle de la soirée se termine et que les femmes se séparent en petits groupes pour des conversations plus personnelles. Margot me dit que Noël-Émile s'intéresse à toi. Je sens que je rougis. Les nouvelles vont vite dans une petite ville. C'est juste une conversation amicale, je réponds en essayant de paraître décontractée. Bien sûr que ça l'est, Carla fait un clin d'œil. C'est pour ça qu'il a demandé à Frédéric quelle fleur tu aimes. Vraiment. C'est une nouvelle pour moi et je ne peux cacher un sourire. Oui, Carla est satisfaite de l'effet qu'elle produit. Noël est un homme bien, Elisabeth. Éduqué, bien élevé, avec le sens de l'humour. Et il est clairement fasciné par toi. Je ne suis pas sûre d'être prête pour une relation, j'avoue. Ça fait des années que Personne ne parle de relations sérieuses, Carla secoue la tête. Juste une conversation agréable, peut-être un dîner, ou une promenade sur la plage. Ne te prive pas des petits plaisirs, Elisabeth. Ces mots me font réfléchir. Vraiment, pourquoi ne pas m'autoriser un peu de joie? Pourquoi devrais-je refuser la possibilité d'une nouvelle relation par peur ou par préjugé? Quand je rentre à la maison, il est tard. J'allume mon téléphone et je vois 3 appels manqués de Sibylle. Je la rappelle immédiatement, anxieuse. Grand-mère. Sa voix semble inquiète. Où étais-tu? J'ai essayé d'appeler. Je suis désolée, ma chérie. J'étais au club de lecture et j'ai éteint mon téléphone. J'explique. Que s'est-il passé? Le détective que papa a engagé. Il dit qu'il t'a trouvé, ou du moins ton numéro de téléphone. Il t'a appelé? Oui, il l'a fait. Je soupire. Mais je n'ai pas confirmé que c'était moi. Et j'ai bloqué son numéro.
Bien. Sibylle semble soulagée. J'avais peur qu'ils aient vraiment découvert où tu étais. Papa était si excité quand le détective a dit qu'il avait trouvé un moyen de te contacter. Comment a-t-il même trouvé ce numéro, je demande, toujours perplexe. Je ne sais pas. Sibylle semble sincère. Je jure que je n'ai jamais donné ton numéro à personne. Peut-être qu'il a tracé les appels de mon téléphone d'une manière ou d'une autre. C'est possible. Je n'avais pas pensé au danger. J'achèterai un nouveau téléphone demain et j'avertirai Sibylle d'être plus prudente. Grand-mère. La voix de Sibylle se fait plus basse, plus sérieuse. Ils sont vraiment désespérés. Maman menace de partir. Papa dit qu'il a ruiné leur avenir financier en te faisant fuir. Et papa, il boit plus que d'habitude. Parfois, je l'entends pleurer la nuit. Je me tais, ne sachant que dire. Une partie de moi se sent satisfaite qu'ils affrontent enfin les conséquences de leurs actes. L'autre partie, celle qui est toujours une mère, s'inquiète pour son fils, quoi qu'il arrive. Sibylle, dis-je enfin, tes parents sont des adultes. Ils ont créé cette situation et ils doivent trouver un moyen de s'en sortir. Je ne peux pas revenir en arrière et prétendre que rien ne s'est passé. Je sais, soupire-t-elle. Et je ne te demande pas de le faire. Je voulais juste que tu saches ce qui se passe. Merci, ma chérie. Ma voix s'adoucit. Tu es une fille très courageuse et intelligente. Je suis fière de toi. Après avoir parlé à Sibylle, je n'arrive pas à dormir pendant longtemps. Je pense à Antoine, à ses larmes, à son mariage qui s'effondre. Devrais-je me sentir coupable? Responsable? Non. J'ai vécu avec la culpabilité et la responsabilité de son bien-être pendant des décennies. Ça suffit. Il est temps pour lui d'apprendre à vivre seul, à résoudre ses problèmes sans mon aide. Et pourtant, c'est mon fils, mon unique enfant. Quelle que soit notre relation, ce lien est indestructible. Je ne m'endors que le matin, le cœur lourd, mais avec une forte détermination à maintenir le cap. Ma nouvelle vie ne fait que commencer, et je ne laisserai pas le passé me tirer vers le bas. Le lendemain matin m'accueille avec un soleil radieux et un ciel dégagé. Une journée parfaite pour de nouveaux départs. J'achète un nouveau téléphone, je donne le numéro à Sibylle et je lui conseille de n'appeler que lorsqu'elle est sûre de ne pas être entendue. Et puis je fais ce que je remettais à plus tard toute la semaine. J'appelle Noël Émile et j'accepte son invitation à une soirée poésie. Je serais heureux de vous tenir compagnie, Elisabeth, dit-il, sa voix chaude avec un léger accent britannique que je trouve charmant. Et je serais ravi d'avoir votre compagnie, Noël, je réponds, sentant mon cœur battre un peu plus vite. Quand je raccroche, je réalise que je souris. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sens pas seulement libérée du passé, mais ouverte à l'avenir, à de nouvelles possibilités, de nouvelles relations, de nouveaux sentiments. Antoine, Céline, leurs problèmes, tout cela semble lointain, comme une histoire d'une autre vie. Peut-être qu'un jour, je pourrai leur pardonner. Peut-être qu'un jour, nous pourrons reconstruire une sorte de relation. Mais ce sera à mes conditions, quand je serai prête, et seulement s'ils changent vraiment. En attendant, j'ai Port Havre, ma petite maison au bord de la mer, de nouveaux amis, et peut-être une nouvelle relation. J'ai la liberté de faire ce que je veux sans tenir compte des attentes des autres. Et j'ai Sibylle, certes à distance, mais toujours proche dans mon cœur. Et c'est assez, plus qu'assez pour une femme qui a donné toute sa vie et n'a presque rien reçu en retour. Pour une femme qui, seulement maintenant, à 68 ans, commence enfin à vivre pour elle-même. La lumière du matin inonde la cuisine, jouant sur les tasses en porcelaine sur la table. Je verse le café dans les tasses, j'ajoute du lait un peu pour moi, un peu plus pour Noël. En un an, j'ai appris ses habitudes aussi bien qu'il a appris les miennes. Bonjour, ma chérie. Noël entre dans la cuisine, fraîchement douché, ses cheveux gris humides peignés en arrière. Il se penche et m'embrasse sur la joue, un contact léger, presque immatériel, qui me réchauffe néanmoins de l'intérieur. Bonjour. Je souris en lui tendant une tasse. Bien dormi. Comme un bébé. Il s'assoit en face de moi. Tu as le lit le plus confortable de Port Havre. Je ris. Il est en effet neuf. Acheté il y a 6 mois, quand Noël et moi sommes passés à l'étape supérieure. Il n'a pas emménagé avec moi. Nous apprécions tous les deux trop notre indépendance, mais il passe 3 ou 4 nuits par semaine ici. 1 an. Cela fait 1 an que j'ai quitté Beaulieu et commencé une nouvelle vie. Parfois, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie, avec une autre femme. Une femme qui avait peur de dire non.
qui vivait selon les attentes des autres, qui pensait ne pas mériter son propre bonheur. À quoi penses-tu? Noël me regarde par-dessus ses lunettes, ses yeux bleus pleins d'un intérêt sincère. À quel point les choses ont changé en un an? Je réponds honnêtement. Je suis toujours honnête avec Noël. C'est l'une des règles tacites de notre relation. Il hoche la tête, comprenant sans plus d'explication. Il connaît mon histoire. Pas tout de suite, progressivement. Mais je lui ai tout raconté. Sur le fils qui voulait que je sorte de sa vie. Sur la belle-fille qui ne voyait en moi qu'un portefeuille. Sur les 3 millions d'euros que j'avais emportés avec moi, en commençant une nouvelle vie. Noël ne m'a jamais jugé pour cette décision. Tu as fait preuve de courage, Elisabeth, m'a-t-il dit lorsque je lui ai raconté la vérité pour la première fois. J'étais encore Elisabeth Crane pour lui à l'époque, mais je suis vite devenue simplement Solange. Je n'ai révélé mon vrai nom qu'à lui et à personne d'autre à Port-Havre. Au fait, Sibylle a appelé, dis-je, me souvenant de la conversation que j'avais eue ce matin. Elle et Antoine se sont disputés violemment. Noël fronce les sourcils. Il n'a jamais rencontré Sibylle en personne, mais il a tellement entendu parler d'elle cette année qu'elle est presque comme de la famille. Qu'est-ce que c'est cette fois? L'habituel. Je soupire. Il ne veut pas la laisser rester avec moi pour l'été. Il dit que c'est inapproprié, et qu'il ne confie pas sa sécurité à une femme qui a volé 3 millions d'euros. Noël renacle. Voler à elle-même. C'est exactement comme ça qu'il le voit. Je secoue la tête. Pour lui, cet argent a toujours fait partie de son héritage. Quelque chose qui lui appartenait de droit. Et le divorce. Noël se verse une tasse de café. Des nouvelles. J'acquiesce. Ce sera officiel la semaine prochaine. Céline a déjà déménagé, emportant tout ce qu'elle pouvait. Sibylle dit qu'elle a même décroché les lustres. Pas étonnant. Noël secoue la tête. Il était clair depuis le début que ce mariage n'était qu'une question d'argent. Ton argent. Il a raison. Bien sûr, Céline a demandé le divorce 8 mois après mon départ, quand il est devenu évident qu'il n'y aurait plus d'argent. Antoine avait alors commencé à boire sérieusement, avait perdu son emploi à cause de ses retards et absences systématiques. La maison pour laquelle ils avaient contracté une hypothèque exorbitante a dû être vendue pour éviter la faillite. Ils ont déménagé dans un petit appartement à la périphérie de Beaulieu, le même que celui où j'avais vécu pendant les 20 dernières années. C'est ironique. Antoine essaie de se rétablir, dis-je, me souvenant des récits de Sibylle. Il a trouvé un emploi dans une compagnie d'assurance. Pas aussi prestigieux qu'avant, mais stable. Il voit un psychologue. Il n'a pas bu une goutte depuis 2 mois. C'est bien. Noël hoche la tête. Surtout pour Sibylle. Oui, c'est le plus important pour elle. J'approuve. Elle a été si épuisée cette année. La pauvre. Le divorce de ses parents, le déménagement, le changement d'école, et pourtant elle parvient à maintenir ses notes et à suivre des cours de théâtre, tout comme sa grand-mère. Noël me fait un clin d'œil et je ne peux m'empêcher de sourire. Après le petit déjeuner, nous allons nous promener, un rituel quotidien qui fait partie de ma vie depuis mon arrivée à Port-Havre et que je partage maintenant avec Noël. Nous marchons le long du rivage en nous tenant la main comme des adolescents et discutons du livre que nous lisons tous les deux en ce moment. Sur le chemin du retour. Nous nous arrêtons à la poste. Parmi les factures et les prospectus habituels, je trouve une lettre avec une écriture inconnue sur l'enveloppe. Je l'ouvre à la maison, assise sur la véranda avec une tasse de thé. Chère maman, je ne sais pas si cette lettre te parviendra. Je l'envoie à l'adresse que Sibylle m'a donnée, en espérant qu'elle ne se trompe pas. J'ai longuement réfléchi à l'opportunité de t'écrire. La fierté me disait de ne pas le faire, que tu devrais faire le premier pas après ce que tu as fait. Mais le psychologue m'a convaincu que c'était la mauvaise approche. Que je devais assumer la responsabilité de mes paroles et de mes actes. J'ai été un fils terrible, égoïste, ingrat, avide. J'ai pris ton aide et tes soins pour acquis, sans penser à ce que cela te coûtait. Et quand tu es parti en emportant ton argent, j'étais en colère, non pas parce que j'avais perdu ma mère, mais parce que j'avais perdu mon soutien financier. C'est embarrassant de l'admettre, mais c'est la vérité. Le divorce avec Céline m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Sur la façon dont j'étais dans notre mariage, sur la façon dont j'étais avec toi. C'est douloureux à affronter, mais c'est nécessaire. Je ne te demande pas de revenir. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande même pas de pardon, car peut-être que je ne le mérite pas.
Je veux juste que tu saches que je comprends pourquoi tu es parti. Et je suis content que tu aies eu la force de le faire, que tu ne m'aies pas laissé continuer à profiter de ta gentillesse. Sibyl me dit que tu es heureuse dans ta nouvelle vie. Tu as des amis, des passe-temps, même une relation avec un homme bien. Je suis heureux pour toi, maman. Vraiment. Si jamais tu veux prendre contact avec moi, j'attendrai. Mais je comprendrai si tu préfères laisser le passé dans le passé. Je t'embrasse, Antoine. Je relis la lettre 2 fois, sentant les larmes me monter aux yeux. C'est comme l'Antoine de ses meilleurs moments, quand il était sincère, ouvert, capable d'admettre ses erreurs. C'est ainsi que je me souviens de lui enfant, avant que les épreuves de la vie et l'influence de Céline ne le transforment en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Mauvaise nouvelle. Noël sort sur le porche et s'assoit à côté de moi, inquiet de mes larmes. Non. Je secoue la tête. Une lettre d'Antoine. La première de toute l'année. Je la lui tends et il la lit, prenant son temps, scrutant chaque mot. Puis il la plie soigneusement et me la rend. « Qu'en penses-tu » demande-t-il, sans essayer de me donner de conseils ou d'opinion. Je ne sais pas, j'avoue honnêtement. Une partie de moi veut croire qu'il a changé, que c'est un remords sincère et non une autre tentative de manipulation. Mais une autre partie de moi a peur d'être à nouveau déçue. Noël hoche la tête, comprenant mes doutes. « Tu n'as pas à décider tout de suite, dit-il doucement. Donne-toi le temps d'y réfléchir. Il a raison, bien sûr. Ce n'est pas une décision qui doit être prise à la hâte. Je range la lettre et essaie de ne plus y penser jusqu'au soir, lorsque Sibyl appelle à nouveau. « Tu as reçu la lettre de papa » me demande-t-elle sans préambule. « Oui, je réponds. Savais-tu qu'il allait écrire » ? « Oui. » J'entends l'espoir dans sa voix. Il m'a montré le brouillon. Il l'a réécrit 3 fois. Tu peux le croire ? Il voulait que ça sonne sincère. Et est-ce sincère ? Je lui demande sans détour. Ou veut-il juste récupérer son argent ? Sibyl reste silencieuse pendant quelques secondes. Je pense que c'est sincère, dit-elle enfin. Il a vraiment changé, grand-mère. Sans maman, sans argent, sans travail prestigieux. C'est comme s'il était devenu réel. Comme je me souviens à peine de lui. Ces paroles me font réfléchir. Peut-être que perdre tout ce qu'il pensait important a vraiment aidé Antoine à réévaluer sa vie. Peut-être a-t-il enfin grandi. Il demande de tes nouvelles, a poursuivi Sibyl. Mais il n'insiste pas. Il ne demande pas ton adresse ou ton numéro de téléphone. Il demande juste si tu es heureuse. Et que dis-tu ? Je m'interroge. La vérité. J'entends un sourire dans sa voix. Que tu es enfin heureuse. Que tu as une belle maison au bord de la mer, des amis, ton propre jardin, et même un petit ami. Je ris à cette dernière remarque. Noël n'est pas vraiment un petit ami, ma chérie. C'est un mot plus adapté à ton âge. D'accord, un partenaire, rit-elle aussi. Ou un compagnon de vie. Comment vous appelez ça, vous les vieux ? Nous les vieux, j'insiste sur le mot en plaisantant, préférons ne pas nous mettre d'étiquette. Nous apprécions simplement la compagnie l'un de l'autre. C'est si mignon, dit-elle avec une chaleur sincère dans la voix. Je suis si heureuse pour toi, grand-mère. Et je meurs d'envie de rencontrer ton non-petit ami. Tu le rencontreras. Je te le promets. Si ton père te laisse venir pour l'été. À ce sujet. Elle fait une pause dramatique. Il a dit oui. Il vient de dire que je pourrais rester avec toi tout l'été, si ça ne te dérange pas. Mon cœur bondit de joie. Tout un été avec Sibyl. L'occasion de lui faire découvrir Port-Havre, de la présenter à Noël et à mes amis. Juste d'être ensemble au quotidien. Bien sûr que ça ne me dérange pas, m'exclamai-je. Je serais ravie de t'avoir ici. Super. Elle semble aussi excitée que moi. Je viendrai juste après avoir fini l'école. Papa dit qu'il peut m'amener lui-même si ça ne te dérange pas. Cette offre me prend par surprise. Antoine veut venir me voir ma nouvelle vie. Je dois y réfléchir. Je réponds honnêtement. Donne-moi quelques jours. D'accord. Bien sûr. Elle comprend mes doutes. Il a dit qu'il comprendrait si tu préférais que je vienne seule. Après avoir parlé à Sibyl, je reste assise sur la véranda pendant longtemps, regardant l'océan et réfléchissant. Suis-je prête à voir Antoine ? À le laisser entrer dans ma nouvelle vie, même brièvement ? Cela ne détruirait-il pas la paix et l'harmonie que j'ai mis tant de mal à construire ?
Une semaine plus tard, lors d'une autre conversation avec Sibylle, je prends enfin une décision. Dis à ton père qu'il peut t'amener, dis-je, me sentant étrangement calme après ma décision. Mais ne le laisse pas s'attendre à trop. Nous pouvons parler, mais je ne peux pas promettre que les choses seront les mêmes. Le jour où Sibylle et Antoine arrivent. Je me réveille tôt. J'ai changé non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement au cours de l'année. L'air marin et les promenades régulières ont donné une saine rougeur à mes joues. Mes cheveux, que je teignais toujours, sont maintenant d'une couleur argentée naturelle, et il y a une étincelle dans mes yeux qui n'y était pas depuis des années. À midi, j'entends le bruit d'une voiture qui s'arrête. Je sors sur le porche et je les vois. Sibylle sautant de la voiture avec son sac à dos sur l'épaule et Antoine sortant lentement du côté conducteur. Sibylle court vers moi et j'ouvre les bras, sentant mon cœur déborder d'amour. Elle a grandi au cours de l'année, ressemblant encore plus à son grand-père, mais ses yeux sont ceux d'Antoine, sombres, expressifs. Grand-mère. Elle me serre si fort dans ses bras que je manque de perdre l'équilibre. Enfin. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, ma chérie. Je murmure en lui embrassant le sommet de la tête. Tu m'as tellement manqué. Antoine se tient à quelques mètres de nous, hésitant à s'approcher. Il a changé, lui aussi. Il a perdu du poids, grisonne aux tempes, et ses traits sont devenus plus nets. Mais ce qui me frappe le plus, ce sont ses yeux, qui n'ont plus l'arrogance et la condescendance auxquelles je suis habituée. Seulement de l'incertitude et quelque chose qui ressemble à de l'espoir. « Bonjour, maman », dit-il doucement. « Bonjour, Antoine », je réponds, libérant Sibylle de son étreinte, mais laissant ma main sur son épaule. Il y a une pause gênante. Nous nous regardons, ne sachant que dire. Comment combler le fossé entre nous? Tu as une belle maison, dit-il enfin, en regardant ma petite chaumière avec son jardin fleuri. Merci, j'acquiesce. Entrez. J'ai préparé le dîner. Quand il est temps pour lui de partir, je l'accompagne à sa voiture. Sibylle se tient à côté de moi, sa main dans la mienne. Merci de m'avoir laissé venir, dit Antoine, en me regardant avec un sourire incertain. Et merci de m'avoir fait confiance avec Sibylle. Elle t'aime, je réponds simplement. Quoi qu'il arrive, tu es son père. Il hoche la tête, ses yeux brillant suspicieusement. Puis, après une seconde d'hésitation, il s'avance et me serre dans ses bras avec précaution, comme s'il avait peur que je le repousse. Je ne le repousse pas, et je ne le serre pas en retour. Je reste juste là, lui permettant ce moment d'intimité. Prends soin de toi, maman, murmure-t-il en se reculant. Et prends soin de ta nouvelle vie. Tu mérites d'être heureuse. Je le regarde monter dans la voiture et s'éloigner, devenant de plus en plus petit à l'horizon jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement de la vue. Sibylle me serre la main. Ça va, grand-mère? Oui, ma chérie. Je lui souris. Je vais bien. Et c'est vrai. Je vais vraiment bien. J'ai ma maison au bord de la mer, mes amis, mon Noël. J'ai Sibylle, pas toujours avec moi, mais toujours dans mon cœur. J'ai la liberté, la précieuse liberté durement acquise d'être moi-même, de vivre pour moi-même. Et j'ai de l'argent, 3 millions d'euros que j'avais économisés toute ma vie pour ma famille, mais qui m'ont finalement donné une chance de connaître un vrai bonheur à la fin de ma vie. De l'argent qui n'est pas devenu une malédiction, mais une bénédiction quand j'ai enfin appris à l'utiliser correctement. Non pas pour acheter l'amour de quelqu'un, mais pour m'assurer une vie décente et libre. Je ne sais pas ce qui attend Antoine, si nous retrouverons un jour une relation normale. Mais ce que je sais, c'est que je ne retournerai jamais à mon ancienne vie. Je ne serai plus jamais la même Solange qui vivait selon les attentes et les rêves des autres. Tard dans la nuit, alors que Sibylle dort déjà dans sa nouvelle chambre, je suis assise sur la véranda avec Noël, admirant les étoiles au-dessus de l'océan. « À quoi penses-tu » demande-t-il en me prenant la main. « La liberté a un prix », je réponds en levant les yeux vers le ciel nocturne. Parfois, ce prix est la rupture avec le passé, la perte de relations, la douleur de la séparation. Mais ça en vaut la peine. Noël me serre la main, et nous restons assis dans un silence confortable, écoutant le bruit des vagues et profitant de la paix que j'ai enfin trouvée. La paix qui valait 3 millions d'euros, mais qu'aucune somme d'argent n'aurait pu acheter.